Sur un versant reculé de la Turquie orientale, des archéologues ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister là. C'était une inscription taillée dans le basalte, aux traits angulaires et symétriques, parfaitement alignés, comme s'ils avaient été faits par des instruments de précision. La roche a été datée, selon des études géologiques initiales, à plus de 5000 ans. Le problème est que l'alphabet gravé là n'apparaît dans la région que des milliers d'années plus tard. Lorsqu'une inscription apparaît hors de son temps et de son lieu, la question est inévitable. Interprétons-nous mal? Ou l'histoire que nous connaissons est-elle incomplète? À première vue, cela pourrait n'être qu'une découverte isolée. Ce qui devient clair, c'est que cette découverte n'est pas unique. Il existe des dizaines de récits. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir 5 cas emblématiques, assez pour rendre toute chronologie inconfortable. Dans tous ces cas, il y a une marque commune. Des signes gravés là où ils ne devraient pas être, des styles qui ne correspondent pas au peuple qui vivait là, des langues qui ne sont apparues que bien plus tard, et des techniques de gravure qui semblent trop sophistiquées pour la période attribuée. Mais ces cas ne sont pas des accidents isolés. Ensemble, ils remettent en question ce que nous savons sur les origines de l'écriture, de la navigation et des premiers réseaux de connaissances humaines. Avant d'entrer dans le premier cas, il faut comprendre pourquoi ces inscriptions dérangent autant l'historiographie. L'écriture connue surgit de manière graduelle, accompagnant les villes, la bureaucratie et les registres économiques, soutenue par des méthodes comme la stratigraphie, le carbone 14 et la comparaison stylistique. Lorsqu'une inscription isolée surgit, hors d'un contexte stratigraphique sûr, le problème n'est pas interprétatif, il est structurel. Si elle est authentique, elle oblige à reculer l'origine d'un système d'écriture de siècles, parfois de millénaires. Si elle est fausse, elle exige d'expliquer comment quelqu'un à une époque ancienne aurait eu accès à des modèles graphiques qui ne surgiraient que bien plus tard. Cette impasse s'est déjà produite auparavant, comme dans le cas du disque de Phaistos en 1908, dont les symboles estampés dans l'argile cuite défient les interprétations jusqu'à aujourd'hui. Mais dans les cas que nous allons explorer, il y a une circonstance aggravante. Plusieurs d'entre eux ont été documentés par des missions archéologiques professionnelles, avec des photos, des coordonnées et des analyses de laboratoire. Ce qui aggrave le problème, c'est que la majorité de ces inscriptions n'ont pas surgi lors de fouilles controversées, mais dans des contextes fortuits, enregistrés par des équipes professionnelles sans indices de manipulation moderne. En 1885, par exemple, une équipe britannique au Soudan a enregistré des symboles curvilignes sur un bloc de grès qui, selon la datation du sédiment lui-même, appartenait à la période pré-méroïtique, mais contenait des signes presque identiques à ceux que nous ne verrions dans l'alphabet méroïtique que de nombreux siècles plus tard. En 1953, des explorateurs italiens ont signalé des caractères proto-sinaïtiques dans des grottes qui auraient dû être scellées depuis l'âge du bronze. Et en 2002, une expédition canadienne a trouvé des marques qui rappellent l'écriture ogame sur des roches de l'île de Baffin, dans l'Arctique, à des milliers de kilomètres de toute route celte ancienne. Rien de tout cela ne devrait être là, mais c'est là. Ce qui intrigue le plus, c'est que beaucoup de ces découvertes ont été ignorées ou minimisées, malgré les preuves qui les soutiennent. Ce premier cas semblait simple, jusqu'à ce qu'un seul détail mesuré en laboratoire ne chamboule tout. Après ce panorama, un seul bloc de pierre commence à remettre en question toute une séquence de dates. Et dans un instant, vous allez voir exactement pourquoi cette découverte spécifique est devenue un cauchemar méthodologique pour les archéologues qui croyaient tout maîtriser. Le bloc a été trouvé dans un ravin sec d'Anatolie lors d'une inspection de routine en 2017. La roche mesurait un peu plus d'1,5 mètre de hauteur, avec 3 lignes de caractères taillées avec une profondeur uniforme d'environ 4 mm, mesurée par un scanner tridimensionnel de haute précision qui a montré des sillons uniformes. Ce qui a d'abord attiré l'attention de l'équipe dirigée par Eren Yalcin de l'université de Vannes, c'était la précision géométrique des traits. Il n'y avait pas d'hésitation ni de marque de correction. Cela ressemblait au travail d'un scribe formé, non d'un artiste rituel. Le problème a commencé lorsque Yalcin a envoyé des échantillons de sédiments coincés dans les rainures pour analyse. Les résultats de la stratigraphie indiquaient que cette entaille dans la roche avait été exposée à l'environnement presque 3000 ans avant l'apparition de l'écriture locale
que les symboles imitaient. Jusqu'à ce point, les chercheurs pourraient argumenter qu'il s'agissait d'une coïncidence stylistique, mais l'étape suivante a renversé cette hypothèse. Des comparaisons faites avec des inscriptions hittites de la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ ont montré non seulement une similarité stylistique, mais l'ordre exact de 3 symboles consécutifs qui, dans les manuscrits connus, représentaient un nom divin, associé à la fertilité. La coïncidence est improbable, et c'est ce qui a poussé l'équipe à demander des analyses comparatives avec des corpora déjà catalogués. Ce qui rend cette découverte impossible à ignorer, c'est que l'inscription ne semble pas seulement déplacée, elle répète une séquence qui ne devrait exister que de nombreux siècles plus tard. Avec cela, surgit la première contradiction incontournable. Si la roche est réellement aussi ancienne que les tests l'indiquent, alors le système symbolique qu'elle représente doit être antérieur à ce que l'Académie reconnaît. Mais si nous acceptons cette conclusion, nous devons faire face à un deuxième problème. Pourquoi n'existe-t-il pas d'autres artefacts intermédiaires qui montrent cette transition initiale? Et pourquoi cet unique exemple survivrait-il isolé, sans laisser de traces sur des céramiques, des tablettes d'argile ou des sceaux administratifs? L'absence d'un chemin intermédiaire est souvent l'argument le plus utilisé pour écarter les découvertes hors de propos. Mais ici, il perd de sa force à cause d'un détail peu commenté. La roche a été trouvée dans une zone de glissement de terrain fréquent, où les couches géologiques sont mélangées au fil des millénaires, faisant en sorte que les objets se déplacent verticalement dans le sol sans nécessairement violer leur âge d'origine. Cette instabilité avait déjà été documentée par des géologues turcs après un tremblement de terre qui a exposé des couches inversées à plusieurs mètres de profondeur. Ce détail ouvre un nouveau flanc d'investigation. Si des structures naturelles peuvent transporter des matériaux vers des couches temporellement incorrectes, comment garantir que le déplacement ait eu lieu avant ou après l'inscription? Et pourquoi l'incision présente-t-elle des signes clairs d'érosion, compatibles avec de longues périodes d'exposition? Yalcin soutient que le motif de micro-abrasion trouvé au fond des sillons n'apparaît que lorsque la gravure existait déjà avant l'enfouissement, indiquant qu'elle n'a pas été produite à des époques récentes. Cependant, les critiques soulignent que l'érosion peut être influencée par des micro-environnements distincts, rendant difficile l'établissement d'une chronologie absolue. Maintenant, cela nous mène directement au cœur du deuxième cas, où les méthodes traditionnelles de datation ont été poussées à leurs limites, et pour la première fois, l'analyse a échoué par excès d'informations, non par manque d'informations. Dans un instant, vous allez voir pourquoi, dans cette prochaine découverte, le problème n'était pas de savoir quand les symboles ont été faits, mais de comprendre comment des symboles de 2 systèmes totalement différents ont fini par être mélangés sur le même mur. L'étape suivante révèle quelque chose d'encore plus déconcertant. 2 systèmes d'écriture, qui ne devraient jamais coexister, apparaissent côte à côte, comme si des pages de livres séparées par des siècles avaient été gravées sur la même surface. Et dans un instant, vous allez voir exactement quel détail mesuré en laboratoire a rendu cette découverte virtuellement impossible à ignorer. Le deuxième cas a émergé en 1953, dans les grottes calcaires de Wadi al-Hitan, en Égypte, lors d'une expédition italo-égyptienne qui cherchait à l'origine des fossiles d'archéocètes. L'équipe a trouvé, dans une galerie effondrée, une séquence de 28 marques taillées dans une couche de calcaire jaune, partiellement recouverte par des dépôts carbonatés. La première lecture semblait indiquer des symboles proto-sinaïtiques, datables vers 1800 avant Jésus-Christ. Mais il y avait un problème immédiat. Entre ces symboles, intercalés de manière non aléatoire, apparaissaient 2 signes qui appartenaient clairement au système hiératique égyptien d'époque bien plus tardive, utilisé surtout dans des manuscrits depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la période romaine. Ce paradoxe, 2 alphabets séparés par plus de 1000 ans habitant la même surface, a exigé des analyses répétées. Le test de luminescence stimulée optiquement a révélé que le dépôt qui recouvrait une partie des signes était plus ancien que la période où le hiératique a commencé à être largement utilisé. Cela impliquait que les symboles postérieurs étaient gravés avant la formation d'un sédiment dont la datation était antérieure à l'apparition même du système hiératique. La conclusion était trop absurde pour être acceptée sans résistance. Le point décisif est venu lorsque le laboratoire de l'université de Pise a confirmé que les traits hiératiques présentaient une micro-abrasion identique à celle des symboles proto-sinaïtiques,
indiquant que les deux avaient subi le même processus d'altération pendant des siècles. C'était comme trouver une pièce d'un règne qui n'existait pas encore à l'intérieur d'une couche scellée. Ce n'est pas seulement improbable, c'est méthodologiquement étouffant. Jusqu'à ce point, certains soutenaient que la ressemblance avec le hiératique était une coïncidence ou une mauvaise interprétation causée par l'érosion. Mais cette explication est tombée à l'eau lorsque l'égyptologue Ahmed El-Dakrouri a remarqué que les deux signes, une variante du ni et un trait court représentant un déterminatif de mouvement, apparaissaient ensemble exactement dans la même combinaison dans des manuscrits de la période saïte, enregistrés pour la première fois dans le catalogue de 2005 du musée égyptien du Caire. Cette combinaison, utilisée pour indiquer un déplacement rituel, était trop spécifique pour être un pur hasard. Si les traits étaient réellement aussi anciens que les sédiments qui les recouvraient, alors quelqu'un, des milliers d'années auparavant, enregistrait un symbole qui n'entrerait en circulation que plus d'un millénaire plus tard. Cette contradiction a ouvert un débat violent dans la communauté académique. Certains chercheurs ont suggéré que les signes proto-sinaïtiques avaient été faits à une époque ancienne, tandis que les signes hiératiques auraient pu être gravés des millénaires plus tard, avant que la déposition carbonatée ne soit complète. Mais le motif des cristaux au fond des sillons, mesurés par microscopie électronique, montrait que tous les signes, anciens ou prétendument plus récents, présentaient la même texture de précipitation calcitique. Ce détail technique, publié en 2006 lors d'un congrès de géoarchéologie à Lyon, a rendu impossible toute tentative de séparer chronologiquement les deux écritures. Le deuxième cas transforme le problème en quelque chose d'encore plus grave. Une collision directe entre des méthodes de datation qui devraient concorder entre elles. Maintenant, cela nous mène directement au troisième cas, peut-être le plus inconfortable de tous. Une inscription trouvée bien trop loin pour être expliquée par des routes migratoires connues. Dans un instant, vous allez voir pourquoi cette découverte, surgie dans les glaces de l'extrême nord, a rouvert des discussions sur des contacts transocéaniques, des discussions que beaucoup de spécialistes préféreraient garder enterrées. Le troisième cas commence là où aucun historien ne s'attend à trouver des vestiges d'écriture ancienne. Sur les bords gelés de l'Arctique canadien, où le vent coupe la peau comme des lames, et où, théoriquement, aucune civilisation maîtrisant l'écriture n'aurait dû arriver avant la période moderne. Jusqu'ici, le problème était le temps. Maintenant, il se déplace vers l'espace. Un artefact trouvé là où il ne devrait tout simplement pas exister. Et dans un instant, vous allez voir exactement quel détail minéralogique a fait en sorte que cette découverte cesse d'être traitée comme une curiosité pour être envisagée comme une preuve gênante. En 2002, lors d'une recherche littorale sur l'île de Baffin, une équipe canadienne a trouvé 3 roches taillées partiellement exposées après le dégel exceptionnel de cet été-là. La surface présentait des sillons verticaux et diagonaux, qui à première vue rappelaient des marques d'érosion glaciaire. Mais le linguiste invité, Éric Pédard, a remarqué que certaines lignes avaient des intervalles et des angulations presque identiques à ceux utilisés dans l'écriture Ogham, un système de traits utilisé par les Celtes entre le IVe et le Xe siècle. Au début, cette association a semblé si improbable qu'elle n'a même pas été prise au sérieux. Ce qui a complètement changé la lecture de la découverte fut le constat que les marques formaient 4 motifs séquentiels compatibles avec des combinaisons Ogham documentées en Irlande au VIe siècle. Le problème est que Baffin se trouve à plus de 4000 km des îles britanniques, séparées par des routes maritimes qui, selon le consensus actuel, n'étaient pas navigables par les peuples celtes de cette époque. Pédard, prudent, a sollicité des analyses indépendantes pour éviter un enthousiasme précoce, et c'est là que le cas est devenu réellement inconfortable. La microscopie à balayage a révélé que les sillons n'avaient pas le motif aléatoire typique des éraflures naturelles provoquées par la glace. Au lieu de cela, ils montraient des microfractures linéaires, parallèles et de profondeur stable, compatibles avec des outils lithiques, possiblement des éclats retouchés, appliqués avec une pression contrôlée. L'Université de l'Alberta a confirmé que l'orientation des traits suivait des proportions semblables à celles trouvées dans des inscriptions Ogham en Écosse et en Irlande. Jusqu'ici, il était possible d'argumenter que les peuples inuits auraient pu produire des marques similaires par coïncidence. Mais cette hypothèse a perdu de sa force lorsque l'analyse pétrographique
a trouvé des résidus microscopiques de quartz blanc incrustés dans les fissures. Ces fragments sont courants dans les outils lithiques européens en silex mélangé, mais sont inhabituels dans le type de roche utilisé traditionnellement par les Inuits, qui préféraient des matériaux plus tendres, comme l'ardoise pour les gravures. Le rapport divulgué en 2003 affirmait que, bien qu'on ne puisse affirmer que le trait soit de logam, il est statistiquement compatible avec des modèles observés dans logam anciens et inhabituels pour les peuples indigènes arctiques. Cette conclusion a transformé le débat technique en une impasse difficile à soutenir. Si les traits étaient bien d'origine celte, cela impliquerait un contact transatlantique au moins 400 ans avant les voyages vikings documentés à l'Anse aux Meadows. Certains archéologues ont rejeté cette idée immédiatement, suggérant que les motifs pourraient être le fruit d'une érosion différentielle. Cependant, cette explication a rencontré une barrière technique. Pour que la glace produise des sillons aussi uniformes, elle devrait se déplacer de manière répétée dans la même direction et avec une force constante, ce qui est extrêmement improbable dans la topographie irrégulière de Baffin. De plus, l'usure interne des sillons indiquait une exposition prolongée à des cycles de gel et de dégel, suggérant que les traits ont été faits bien avant que les températures de la région ne commencent à augmenter de manière significative au XXe siècle. Maintenant, cela nous mène directement au début du quatrième cas, où le problème cesse d'être seulement ce qui a été trouvé et devient qui aurait pu laisser des marques qui ne correspondent à aucune population connue de la région. Dans un instant, vous allez voir pourquoi dans cette prochaine découverte, la question centrale n'est pas seulement l'ancienneté de l'inscription, mais l'apparence de l'absence de toute culture qui aurait pu la produire. Le quatrième cas surgit à un point où l'archéologie se voit obligée de traiter non seulement l'inscription elle-même, mais le vide culturel qui l'entoure. Jusqu'ici, vous avez vu des anomalies de temps, de coexistence et de géographie. Maintenant, la pièce manquante est une énigme sociale, un ensemble de symboles trouvés dans un lieu qui, d'après tout ce que nous savons, n'abritait aucune population capable de les produire. Et dans un instant, vous allez voir exactement quel détail dans la composition de la roche a rendu cette découverte encore plus déconcertante. En 1989, lors d'un relevé dans le bassin du fleuve Xingu, un groupe de chercheurs brésiliens a identifié une roche partiellement submergée qui présentait des signes taillés en lignes courbes et en spirale. La région, étudiée depuis la décennie de 40, a toujours révélé des céramiques avancées, des villages circulaires et un réseau de géoglyphes, mais jamais aucun système d'écriture formel. C'est pourquoi, lorsque la première photographie de ces symboles a été diffusée, de nombreux archéologues ont supposé qu'il s'agissait d'art marajoara ou de graphismes rituels typiques de l'Amazonie précoloniale. Le problème est devenu évident lorsque l'archéologue Sergio Almeida a remarqué que certains des motifs ne correspondaient à aucun répertoire indigène connu. 3 spirales concentriques interrompues par des traits radiaux, suivies d'une entaille en forme de S, qui rappelait davantage les glyphes géométriques trouvés sur l'île de Manus, dans le Pacifique, que n'importe quel art amazonien. S'il ne s'agissait que d'une coïncidence stylistique, le cas aurait pu être classé. Cependant, l'analyse pétrographique a révélé quelque chose d'inattendu. La roche n'était pas locale. Au lieu du granit ou du grès typique de la région, il s'agissait d'un type de basalte alcalin avec des inclusions d'olivine, compatible avec des affleurements trouvés à des centaines de kilomètres de là, au bord du plateau central. Cela signifie que quelqu'un a transporté, ou a trouvé déjà transporté par d'anciens événements fluviaux, un bloc lourd vers un point reculé du bassin du Xingu. Lorsqu'on a mesuré le motif d'altération dans les sillons, on a découvert que les incisions avaient au moins 1500 ans, une valeur conservatrice estimée par l'érosion différentielle entre les zones taillées et les parties intactes de la surface. Jusqu'à ce point, il était encore possible de défendre une origine indigène rare ou inconnue. Mais le problème a pris une autre dimension, lorsque la linguiste américaine Carol Peterson, spécialiste des glyphes du Pacifique, a souligné que les motifs amazoniens incluaient un motif esthétique identique à un ensemble de symboles trouvés à Manus lors de fouilles en 1974. Le motif n'avait jamais été documenté hors de l'Océanie. La probabilité que des populations séparées par plus de 15 000 km produisent spontanément le même arrangement géométrique est faible, selon des études publiées par Peterson en 2004,
Et même si nous admettions cette coïncidence, une question surgit à laquelle personne n'a pu répondre. Pourquoi le motif a-t-il été taillé sur une roche à portée de loin, dans une zone où il n'y a aucune trace de culture possédant une technologie de transport de blocs aussi lourd? Ce silence archéologique, l'absence totale de contexte culturel, est le facteur qui dérange le plus les chercheurs sérieux. Si une inscription apparaît dans un lieu ayant un historique d'écriture, il est possible de tenter de l'intégrer. Mais lorsqu'elle surgit dans une région dont la tradition iconographique ne prévoit rien de semblable, le poids de l'anomalie double. Il n'existe, dans les registres amazoniens, aucun indice que les sociétés locales aient développé des systèmes symboliques avec cette géométrie spécifique. Il n'y a pas d'inscription similaire dans les grottes, sur les céramiques ou les parures corporelles. La découverte reste solitaire, comme s'il s'agissait d'un fragment déplacé d'une culture disparue ou d'une interaction jamais documentée. Jusqu'ici, vous avez vu comment le manque de contexte peut être aussi perturbateur que l'excès de données. Maintenant, cela nous mène au quinto cas, où l'anomalie prend une autre forme. Ce n'est pas le symbole qui défie la logique, mais la manière dont il a été gravé. Ce qui vient maintenant change la nature du problème, et la raison réside dans un détail microscopique que personne n'attendait. Dans un instant, vous verrez pourquoi la profondeur uniforme du sillon, mesurée au millième de millimètre, a déclenché une enquête technique à laquelle personne n'était préparé à répondre. Le cinquième cas change la nature du problème. Jusqu'ici sont apparues des inscriptions déplacées dans le temps, dans l'espace et dans le répertoire culturel. Maintenant, le problème est technique. Un modèle de gravure si précis qu'il défie les outils connus de l'époque attribués à la découverte. Et dans un instant, vous allez voir exactement pourquoi la profondeur uniforme du sillon, mesurée avec une précision microscopique, est devenue l'un des arguments les plus inconfortables pour ceux qui tentent de cadrer cet artefact dans le développement technologique conventionnel. En 2014, lors d'une cartographie topographique dans le désert d'Atacama, une équipe chilienne a trouvé une dalle de grès rosé avec des lignes sinueuses réparties sur 13 panneaux. À première vue, cela ressemblait à un autre pétroglyphe typique de la région, semblable à ceux de Chugchug ou Tamantica. Mais lorsque le géo-archéologue Manuel Ortega a décidé d'examiner les sillons avec une lumière rasante, il a remarqué quelque chose qui ne correspondait pas à l'art rupestre traditionnel. Toutes les lignes, y compris les courbes les plus fermées, avaient une profondeur constante de 0,8 mm, avec une variation inférieure à 5% sur toute l'étendue. Cette régularité extrême n'est pas courante dans les gravures faites par percussion lithique, qui présentent normalement des micro-variations découlant de la force manuelle. Ce détail a conduit à la réalisation de mesures tridimensionnelles par balayage laser. Les résultats, divulgués en 2015, ont montré que le sillon conservait le même profil transversal, une forme semi-circulaire presque parfaite, du début à la fin. L'uniformité a soulevé des soupçons quant à l'utilisation possible d'outils métalliques. Pourtant, la dalle était fermement insérée dans une couche sédimentaire datée aux environs du 5e siècle de notre ère, époque à laquelle les cultures andines n'utilisaient pas d'instruments métalliques avec cette précision abrasive. L'hypothèse alternative, selon laquelle le sillon aurait été produit par une friction prolongée avec des outils en grès dur, a également rencontré une résistance, car la surface du sillon présentait des micro-rayures parallèles compatibles avec des abrasifs réguliers. Quelque chose d'inhabituel dans une friction manuelle irrégulière. Le point le plus inconfortable est apparu lorsque l'analyse par résonance magnétique a détecté des particules métalliques microscopiques adhérant au fond du sillon, des particules absentes du grès local. Ortega a suggéré qu'il pourrait s'agir de résidus de météorites pulvérisés, une possibilité lointaine, mais pas impossible dans des régions où des micrométéorites ont été trouvés. Cependant, le minéralogiste péruvien Javier Yupanqui a souligné une autre possibilité inconfortable, que ces particules puissent être le résultat de l'utilisation d'outils composites avec des pointes durcies par des processus thermiques inconnus dans les sociétés locales de l'époque. Il ne s'agit pas de suggérer une technologie avancée, mais de reconnaître que l'abrasion uniforme ne s'inscrit pas dans les méthodes traditionnelles attribuées aux peuples précolombiens de la région. Jusqu'à ce point, il était possible d'argumenter que la précision du sillon pourrait être le fruit du hasard ou d'une érosion subséquente,
Mais cette possibilité est tombée lorsqu'on a observé que le sillon préservait nettement les bords avec des microfractures fraîchement exposées, indiquant que l'érosion éolienne n'a pas joué de rôle significatif dans l'uniformité. De plus, l'usure interne présentait un motif compatible avec des siècles d'exposition stable, ce qui signifie que la gravure a eu lieu avant l'enfouissement partiel qui a protégé la pièce. C'était une signature d'exécution contrôlée, non accidentelle. Le cas s'est encore compliqué lorsque des symboles semblables, avec la même profondeur constante, ont été trouvés sur deux autres fragments, à 30 et à 60 km de là. Il n'y avait aucune connexion évidente entre les lieux, aucun sentier, aucune structure, aucun objet associé, juste des sillons parfaits, silencieux, comme si quelqu'un était passé brièvement par là et avait laissé des marques sans aucun contexte culturel pour les accompagner. Cela a créé une impasse évidente. Soit la technique de gravure était plus sophistiquée qu'on ne l'imaginait pour l'époque, soit les fragments appartenaient à une culture itinérante qui a disparu sans laisser de traces. 5 cas distincts ont déjà suffi à remettre en question les chronologies, les routes, les répertoires symboliques et les techniques de gravure. Maintenant, cela nous mène à la convergence, le point où il ne suffit plus d'analyser chaque cas isolément. Dans un instant, vous allez voir comment, lorsque ces pièces sont superposées, surgit un modèle qui ne pointe pas nécessairement vers quelque chose d'extraordinaire, mais vers une erreur plus profonde dans la manière dont nous interprétons les reflets fragmentés des civilisations anciennes. Jusqu'ici, nous avons parcouru des inscriptions qui défient les dates, les déplacements géographiques, les répertoires culturels et les techniques de gravure. Nous arrivons alors à la question qui est restée silencieuse depuis le début. Ces cas, lorsqu'ils sont placés côte à côte, pointent-ils vers une explication extraordinaire? Ou révèlent-ils quelque chose de plus simple, mais tout aussi perturbateur sur la manière dont nous interprétons les vestiges fragmentés du passé? Dans un instant, vous allez voir pourquoi la réponse la plus honnête n'est pas la plus confortable. Lorsque les 5 cas sont superposés, il ne surgit pas de modèle d'auteur, de culture ou de route partagée. Il n'y a pas de peuple fantôme reliant l'Anatolie, le Sinaï, Baffin, le Xingu et l'Atacama. Il n'y a pas de style unique, de technique uniforme, ni d'ensemble reconnaissable d'intention. Au lieu de cela, ce qui apparaît est une mosaïque brisée, composée de points hors normes qui ont survécu par hasard, tandis que des centaines d'autres, peut-être ceux qui donneraient du contexte, se sont perdus à jamais. L'archéologie moderne construit des récits basés sur de grands échantillons, mais le passé ne survit pas de manière uniforme. Et ce décalage entre ce qui a réellement existé et ce qui nous est parvenu est, en soi, suffisant pour produire des lacunes qui semblent inexplicables. Après tous ces cas, la conclusion s'impose. Ce n'est pas que l'histoire soit fausse, c'est qu'elle est incomplète. Et incomplète non parce que quelqu'un l'a délibérément cachée, mais parce que la planète efface presque tout ce que nous produisons. Pluie, tremblements de terre, rivières, humidité, racines, le simple poids du temps. Tout cela réduit des cultures entières en poussière. Chaque inscription survivante est une exception statistique, non une règle. Ce qui cause de l'étonnement dans les cas présentés n'est pas la présence de signes anormaux, mais l'absence du vaste panorama culturel qui devrait les entourer. Si quelques-uns ont survécu avec ce niveau d'étrangeté, combien de milliers se sont perdus qui, s'ils étaient récupérés, transformeraient l'absurde en quelque chose de parfaitement compréhensible? C'est là que le récit revient à la posture la plus réaliste possible. Nous n'avons pas besoin d'imaginer des transmissions transocéaniques improbables, ni des civilisations secrètes aux technologies inconnues. Le scénario le plus plausible, bien que moins intuitif, est que de nombreuses cultures ont développé des expérimentations graphiques, des rituels de marquage, des systèmes symboliques incipients ou des techniques de gravure aujourd'hui éteintes qui n'ont simplement pas généré de continuité documentaire. La préhistoire est remplie de proto-écritures qui apparaissent, brillent pendant quelques siècles et disparaissent sans laisser de descendants. Rien n'oblige ces systèmes à suivre des trajectoires linéaires ou prévisibles. Rien n'oblige à ce que chaque tentative humaine d'enregistrer le monde ait évolué vers des alphabets, des empires ou des archives d'argile. La majeure partie d'entre elles n'a pas évolué. Elle est morte dans l'oubli. Jusqu'ici, nous avons vu que l'inconfort ne vient pas de l'idée que le passé soit mystérieux, mais de l'idée qu'il est plus vaste que ce que nous pouvons reconstruire. Ce que ces cas révèlent,
c'est que la chronologie officielle décrit des tendances, mais le passé réel est fait d'exceptions. Mais les exceptions existent et survivent justement pour rappeler que ce que nous appelons histoire n'est que la partie visible d'une masse colossale perdue dans le temps. Nous arrivons maintenant à la dernière pièce, la synthèse finale. D'après les éléments présentés ici, il n'apparaît pas de preuve directe de falsification moderne, mais il n'y a pas non plus de base suffisante pour réécrire l'histoire à cause d'eux. Ce qu'ils offrent réellement est un avertissement. Chaque fois que nous trouvons une inscription hors de son lieu, l'erreur est d'essayer de l'insérer de force dans des récits déjà prêts. Peut-être que la réponse la plus mature est d'accepter que notre espèce, au cours de dizaines de milliers d'années, a produit bien plus que ce qui a survécu. Que l'écriture, le marquage, la taille, l'enregistrement, ces impulsions ont surgi d'innombrables fois, de manières indépendantes, dans des lieux qui semblent aujourd'hui improbables. Et que chaque fragment, aussi décousu qu'il paraisse, est un rappel que le passé n'est pas une ligne droite, mais un vaste champ d'expériences humaines presque totalement perdues. Clore, cela signifie admettre quelque chose que peu sont préparés à entendre. Les inscriptions hors de propos ne contredisent pas l'histoire, elles révèlent la profondeur abyssale de ce que nous ne savons pas encore. Et au fond, c'est peut-être cette ignorance, cette lacune que nous ne parvenons pas à combler, qui nous pousse à continuer de creuser, de traduire, de comparer, d'insister. Non parce que nous espérons trouver une réponse définitive, mais parce que nous savons que chaque fragment, aussi petit soit-il, éclaire une face auparavant invisible de l'humanité. Et c'est pourquoi ces cas continuent de déranger les historiens. Non parce qu'ils suggèrent un grand secret caché, mais parce qu'ils pointent vers quelque chose de bien plus vaste, que l'histoire que nous racontons n'est qu'un fil ténu sur un océan entier de silence. Comprendre le passé exige de la rigueur et l'humilité d'accepter que la majeure partie de celui-ci a disparu sans laisser d'explication.